Donc, on est sur un événement sur la mobilité, sur bouger la ville. On a des grands projets qui font bouger la ville en ce moment. Donc, on a à la fois les JO, on a à la fois les routes du futur. Donc, on va essayer de diviser cette séquence en deux pour parler de ces deux sujets. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec vous, Johanna. En quoi consiste cette stratégie Bouger Plus qui sera bientôt présentée? Et comment vous travaillez avec les villes sur ce sujet? Vous avez notamment l'ancien maire de Cachan, vice-président du Forum métropolitain et de la métropole du Grand Paris, qui est sûrement intéressé. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je vais présenter brièvement la stratégie Bouger Plus parce qu'elle va être présentée vendredi, donc pour ne pas voler la surprise. Mes confrères vont être déçus. Donc, on a trois grands objectifs. Le premier, c'est de donner envie de bouger plus. C'est d'utiliser la force de jeu pour montrer à quel point c'est bien de bouger et aussi de souligner, c'est déjà dit et ça commence à être dit de plus en plus dans les journaux, que rester assis, ce qu'on fait maintenant, c'est très mauvais pour la santé. Malheureusement, on le fait toute la journée, en semaine, le week-end. Donc c'est vraiment un grand problème de santé publique. Et ça, déjà, on veut le mettre en avant et en plus donner l'énergie pour qu'on trouve des solutions ensemble. On travaille aussi avec les politiques, mais aussi avec les citoyens pour les engager dans ces dynamiques. Ensuite, on souhaite on donne envie de bouger plus et ensuite on veut aider les gens à bouger plus au quotidien. Donc on se concentre sur les cadres de vie. Donc là, fortement en lien avec les villes et les collectivités locales. Donc ça veut dire bouger plus à l'école, bouger plus au travail et bouger plus dans la ville. Et en plus de ça, on souhaite mettre le club sportif au cœur de cette stratégie. Aussi aider le club sportif de sortir du club, pour dire comme ça, de sortir de l'idée de compétition et de s'approcher des populations qui sont sédentaires, les populations qui ne bougent pas. Donc c'est notamment de créer du lien entre le club, la ville, l'entreprise et l'école pour qu'ensuite on trouve des solutions qui correspondent aux gens qui ont peur du sport, qui se disent « moi, c'est pas pour moi le sport, c'est pas à moi de bouger, je suis pas en forme, je suis pas assez mince pour bouger ». Donc on souhaite casser ces idées et puis aider que chacun trouve sa façon de bouger plus. Merci. Jean-Yves Le Bouillonnec, justement, au Forum métropolitain qui regroupe les communes de la métropole et où tout le monde siège. Quelles que soient les différences politiques, comment vous travaillez justement sur ces sujets ou comment vous avancez sur Paris 2024? Alors je vais essayer de répondre sans mordre sur ce que va dire Robin tout à l'heure parce qu'il intervient au titre de la métropole du Grand Paris. Je voudrais rappeler que le Forum métropolitain est une instance qui est la continuité de ce qu'a été Paris Métropole et avant le syndicat, la conférence métropolitaine, initiée par Bertrand Delanoë et un certain nombre de maires pour ouvrir des espaces de débat entre tous les responsables d'institutions, de collectivités sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire celui de la zone dense, incluant évidemment des territoires qui ne sont pas métropolitains. Le syndicat a évolué dans son rôle et sa vocation à fur et à mesure que les institutions qu'il prônait ou qu'il tentait d'orienter se sont installées, les compétences des différentes instances, la nouvelle compétence de la ville de Paris, dont personne ne parle, mais qui a été modifiée il y a 2 ans, et bien entendu la création de la métropole du Grand Paris, qui est venue au titre de la loi NOTRe et de la conséquence de la loi MAPTAM, ouvrir une nouvelle collectivité regroupant toutes les communes et quelques-unes en plus, limitrophes des départements eux-mêmes constituant la zone dense de Paris. Le Forum n'a aucune maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire qu'il ne conduit aucune politique publique. C'est une instance qui regroupe autour de la table tous les acteurs publics, que ce soit la région, aujourd'hui la métropole, les mairies, la ville de Paris, les départements, les intercommunalités métropolitaines, celles qui sont dans le cas de la métropole, et un certain nombre d'autres qui ne sont pas dans la métropole. Et l'objectif, c'est la matière commune, la réflexion commune, l'intelligence commune. Et évidemment, chaque initiative, chaque projet est susceptible de venir visiter cet enjeu commun et regarder avec une attention particulière par le Forum. C'est comme ça que, par exemple, Paris Métropole a été un acteur essentiel de la conception
puis de la mise en œuvre du schéma du Grand Paris Express, par exemple, parce que ce territoire était concerné. C'est pour ça que sur les enjeux financiers, les finances locales, notre syndicat est en permanence aux côtés de l'Association des maires d'Île-de-France dans la réflexion sur la capacité à donner aux collectivités les moyens financiers de poursuivre des politiques publiques que les habitants demandent. Et bien entendu, l'arrivée d'une perspective de Jeux Olympiques 2024 a été au cœur d'un certain nombre de réflexions, dont celle qui a remarquablement abouti. On n'était pas les seuls à porter ce projet, la ville de Paris, je crois le comité olympique également, et le gouvernement, les gouvernements successifs, je veux dire, des présidents successifs, ont conduit à dire c'est pas un projet de Paris intramuros, c'est un projet d'un espace extraordinairement grand, d'ailleurs qui ira rejoindre la métropole outre-marine, si j'ai compris qu'une des installations ira. Et du coup, la réflexion du forum, ça a été de s'assurer que les enjeux portés par l'organisation des Jeux, les stratégies que provoquait notamment la création de Solideo, avant même qu'on ait les Jeux, je rappelle cela, j'étais rapporteur de ce texte à l'Assemblée où il fallait préfigurer les choses, cette réalité-là, elle ne pouvait pas servir une seule stratégie. Et par ailleurs, et ça c'est ce qui est au cœur de la démarche, la notion d'héritage, c'est-à-dire on fait, mais on ne fait pas seulement pour un événement de 15 jours, 3 semaines qui concentre le regard du monde, mais on sert des stratégies d'aménagement du territoire, des politiques publiques servant le territoire, et bien évidemment, on ne concentre pas, et c'est un enjeu très complexe, ces aménagements à la seule organisation. Il faut avoir le coup du lendemain, c'est-à-dire le fameux héritage qui... Et du coup, là, notre forum a été... traduisant les engagements de beaucoup de villes, du territoire un peu plus ciblé autour du stade olympique et des grands équipements, à côté des responsabilités dont Robin va nous parler tout à l'heure, notamment la métropole du Grand Paris assume la réalisation de la piscine olympique et un certain nombre d'établissements accompagnent des établissements nautiques qui seront demain au service des habitants. Il y a eu l'enjeu des transports, de la mobilité. On va reparler tout à l'heure des routes du futur, mais bien évidemment, les 4 équipes, je reviendrai sur ce sujet dans la deuxième interrogation que vous me ferez sans nul doute dans la suite du débat, les routes du futur ont questionné l'urgence d'un certain nombre de décisions par rapport à une réalité très simple. Comment ça va fonctionner en termes de transport, en termes de circulation, en termes d'apaisement de territoire pendant le temps où, avec les milliers d'athlètes, les milliers de membres de délégation, nous l'espérons, millions de spectateurs, les Franciliens vont faire, de ce moment une fête pour eux, parce que sans quoi ça sera une catastrophe, et deuxièmement, vont continuer à vivre le quotidien de leur vie. Et c'est dans ce sens-là que les maires ont été sensibilisés à ces questions, ont revendiqué parfois, et nous, au sud, et nous, dans tel territoire, y compris hors métropolitain. Il y a un certain nombre d'activités et d'offres d'animation olympique qui seront hors de la métropole. Il y a aussi des sites d'accueil, d'entraînement et d'hébergement des délégations olympiques qui seront sur tout le territoire. Et du coup, le forum a été au cœur de la réflexion partagée pour tous, pour aujourd'hui, pour demain et pour les habitants de ce territoire. Merci. La Solideo, c'est la société de livraison des ouvrages olympiques. Toujours rappeler le sens des acronymes. Michel Joria, vous êtes justement directeur régional de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Vous intervenez justement pour rendre ces jeux plus verts, plus durables. On a parlé tout à l'heure, juste avant, du village olympique qui sera en bois. Vous allez lutter aussi contre le gaspillage alimentaire pendant ces 15 jours. Est-ce que justement vous pourriez dire comment vous allez travailler justement avec toutes les parties prenantes ? Donc effectivement, on travaille sur 4 grandes thématiques avec les opérateurs Solideo et puis également le COJO. Alors avec la Solideo, on fait trois choses. La première, c'est qu'en ce moment, on est en train de regarder vraiment dans le détail l'alimentation énergétique du futur village olympique. Donc l'alimentation énergétique, c'est avec quoi il va être chauffé, avec quoi il va être refroidi. Donc ce qu'on souhaite, c'est que ce soit avec des énergies renouvelables. Et donc on travaille avec les syndicats, les acteurs du territoire et la Solideo pour préfigurer le projet qui ensuite fera l'objet de demandes de financement et l'ADEME jouera sa part dans le dispositif. Et ce qui est extrêmement
extrêmement important pour nous sur ce point-là, c'est la dimension héritage, c'est-à-dire qu'on souhaite que le réseau de chaleur et réseau de froid qui sera mis en place soit un réseau de chaleur qui derrière s'interconnecte avec l'existant pour que après 2024, l'ensemble du territoire et l'ensemble des aménagements alentours puissent bénéficier de ces énergies renouvelables, probablement de la géothermie notamment. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, on a beaucoup travaillé avec les équipes pour leur faire l'ensemble des retours d'expérience que l'on avait eu sur les démonstrateurs bâtiments énergie plus et C-, donc énergie positive et carbone moins. Donc ça, c'est extrêmement important, puisque vu l'ampleur du chantier du village olympique, c'est de nature à contribuer à structurer une filière française de savoir-faire et d'acteurs industriels en capacité de livrer à grande échelle des bâtiments dits neutres en carbone, donc essentiellement des bâtiments qui intègrent une grande dimension matériaux biosourcés. Et ça, c'est une dimension aussi extrêmement importante qu'on a accompagnée et qui nous semble assez déterminante sur un point pour faire un lien avec la table ronde précédente, c'est que la Solideo a la capacité de spécifier des cahiers des charges pour précisément définir ces commandes-là et dire, voilà, sur ces bâtiments, je veux ça, je veux ça, je veux ça, pour que derrière, on ait des acteurs de l'offre en capacité de répondre et ensuite, on ait une filière industrielle qui se structure en France et au-delà. La troisième dimension qui est importante autour de ces JO, c'est tout ce qui tourne autour de, on va dire, la fourniture un petit peu de ce qui va permettre à ce village de vivre. Et donc notamment, on est en train d'organiser un transfert d'expérience entre le gros programme de lutte contre le gaspillage alimentaire que l'on a sur le site de la Défense, qui est le plus gros en Europe en fait, et puis le défi de la Solideo qui va devoir, et du COJO qui vont devoir livrer pendant l'ensemble de la durée des JO 70 000 repas à jour. Donc 70 000 repas à jour, ça commence à être assez significatif, et aujourd'hui la seule expérimentation en France que l'on a qui est en capacité d'alimenter les besoins de la Solideo et du COJO pour mettre en place un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire pendant les JO, c'est ce qui se passe sur la Défense. Donc on est en train d'organiser ce transfert d'expérience pour que tout ça se fasse de manière la plus exemplaire possible. Voilà un petit peu aujourd'hui comment on travaille avec eux, avec notamment une dimension qui est vraiment très très importante pour nous, c'est comment parce qu'on a désormais, j'allais presque dire malheureusement, coutume de dire que les 5 à 7 années que l'on a devant nous, ce sont les dernières années utiles en matière d'atténuation au changement climatique, c'est-à-dire en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, on n'aura plus qu'une seule option, c'est s'adapter massivement. Donc le calendrier est quand même relativement serré, même si c'est encore possible, mais c'est quand même relativement serré, on n'a pas trop le droit de déraper. Et les JO arrivent à un moment assez clé, et vu l'ampleur du projet, c'est quand même un moment extrêmement important pour sécuriser, c'est extrêmement important, sécuriser la constitution de filières industrielles qui vont nous permettre ensuite de travailler fortement cette massification. Ce qu'en d'autres temps on appelait la croissance verte, mais ce qu'aujourd'hui on appelle la sécurisation des filières industrielles pour que sur les énergies renouvelables, sur le bâtiment, etc., on ait les acteurs qui permettent de massifier largement. Oui, car demain, le village olympique qui accueillera 15 000 athlètes sera réversible. Vous avez parlé de l'héritage, mais sera transformé pour accueillir 6 000 habitants et 6 000 salariés et employés. Donc justement, Johanna Angarou, vous travaillez déjà, vous, à l'après-JO pour penser la mobilité, penser l'activité physique et sportive demain avec les villes, l'aménagement des territoires, c'était le thème aussi avant. Donc justement, comment vous y travaillez ? Donc, il y a 2 points qui sont importants que je souhaite mentionner. Donc, le premier, c'est ce que vous avez dit, c'est que nous, on souhaite aller au-delà de la région parisienne et travailler avec toute la France. C'est Terre de Jeux, l'opération voilà. Terre de Jeux. Donc, c'est le label Terre des Jeux qui a été lancé cet été. Et déjà, on a 500 collectivités territoriales qui sont labellisées. L'idée, c'est de permettre aux collectivités territoriales de devenir des acteurs des Jeux. Et de leur donner l'opportunité de participer à cette promotion et action que les Jeux offrent, qui vont être hors normes. L'idée, c'est de créer un réseau de collectivités. Ce sont des collectivités qui partagent cette conviction qu'on a que le sport change des vies et qui s'engagent à travers des actions différentes à mettre plus de sport et d'activité physique dans la vie de leurs citoyens. Et ça s'engage par exemple dans le Bouger Plus, la thématique Bouger Plus, c'est de
faire découvrir les sports olympiques et paralympiques lors de la journée olympique en juin, d'apporter plus de sport à l'école, notamment pendant la semaine olympique et paralympique dans les établissements scolaires, et aussi de promouvoir l'activité physique et sportive auprès des élus et des agents des villes. Donc nous, on va travailler avec ces collectivités pour animer ce réseau, pour leur offrir des outils, des informations, et aussi mettre des coups de projecteurs sur leurs actions. Et pour comprendre leurs challenges et leurs contraintes et les envies au niveau local, on s'engage aussi à travailler avec des réseaux de spécialistes, notamment le réseau des villes santé OMS, qui travaille pour mettre la santé au cœur des politiques publiques et aussi travaille pour réduire les inégalités de santé. Donc on se base sur leur expertise. On engage aussi l'ANDES, qui est l'Association nationale des élus au sport, qui ont aussi une grande expertise dans le développement du sport au niveau local. Et on a aussi des experts, un groupe d'experts internationaux qui ont développé le label Global Active Cities, c'est un label qui est soutenu par le Comité international olympique, et qui ont aussi une méthodologie qui a déjà été appliquée dans différentes villes internationales, à Liverpool, à Buenos Aires, à Hambourg, et maintenant ils sont à Dakar et à Lausanne, notamment pour apporter des idées innovantes qui ont fait leur preuve et que nous on peut infuser dans les collectivités françaises. Et bien sûr, on va s'appuyer sur des villes françaises qui déjà sont innovantes sur le sport santé, et notamment le sport santé sur ordonnance, qui sont Strasbourg et Biarritz. Donc, justement, pour nourrir pendant 5 ans les actions des collectivités. Et ce qui est le plus important, c'est d'aider à mettre le sport et l'activité physique au cœur de toutes les politiques publiques. Parce qu'on ne se rend pas compte, maintenant, on pense souvent le sport, c'est le sport. Donc, c'est au club sportif, au mouvement sportif de s'en occuper. Mais ce qui manque, c'est vraiment de mettre tous les acteurs d'une ville autour de la table et de montrer que le sport et l'activité physique, ça contribue à la santé, ça contribue à la cohésion sociale, ça contribue au transport, ça contribue à l'urbanisme. Donc, tout est en fait très lié. Donc, et comme je disais tout à l'heure, c'est une question de santé publique. Il y a une deuxième thématique qui, pour nous, est très importante, et pour moi, ça me tient à cœur parce que j'ai vécu à quel point, en vivant dans différentes villes, j'étais à Munich en Allemagne et maintenant je vis à Paris, j'ai vu à quel point l'environnement impacte le niveau d'activité physique. Donc c'est pour ça que nous, on travaille beaucoup sur le design actif. C'est un terme qui est issu du monde anglo-saxon et qui n'est pas très connu encore en France, mais qui pour nous est très important. Il a été développé surtout à New York. Il y a des guidelines qui sont très bien faits avec l'aide d'un des maires de New York qui a insisté que la ville redevienne accessible et aussi active. Donc l'idée du design actif, c'est comment concevoir l'espace public pour que la chose la plus facile soit d'être active. Donc comment, dès que je sors de chez moi, c'est plus facile de prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, c'est de prendre le vélo plutôt que la voiture, ou de passer plus de temps dehors à marcher, pour les enfants à jouer. Donc c'est une réflexion de comment créer ces espaces urbains. Donc déjà, on travaille avec la Solideo pour que les 2 villages olympiques et des athlètes et des médias deviennent des exemples. Donc on a mis dans le cahier des charges les critères du design actif, et on a aussi intégré la réflexion des étudiants, par exemple de la Sorbonne, qui travaillent maintenant avec la Solideo et nous pour proposer des idées innovantes de design actif. Et on a aussi créé un groupe d'experts de design actif pour proposer des lignes directrices qu'on peut ensuite adapter à la France et apporter cette idée d'urbanisme favorable à l'activité physique et sportive. Merci. Robert Reda, vous avez été le plus jeune maire de France jusqu'à votre élection de député en 2017. Aujourd'hui, président de la commission développement durable et environnement de la métropole. Jean-Yves Le Bouillonnec l'a rappelé, la métropole est maître d'ouvrage sur le centre aquatique. Et il y a aussi la ZFE, la zone à faible émission, qui est rentrée en vigueur le 1er juillet dernier, justement pour limiter la circulation des véhicules polluants à Paris et Petite Couronne. Donc justement, comment vous appréhendez tous ces enjeux ? Bon, déjà, je suis de moins en moins le plus jeune, même si je suis encore le plus jeune élu de la métropole du Grand Paris. Voilà, on garde un titre. Mais je suis très à l'écoute des conseils de Jean-Yves en permanence. Oui, donc la métropole du Grand Paris
c'est une collectivité qui n'est pas aujourd'hui une collectivité d'investissement, mais une collectivité de planification stratégique. Et dans le sujet qui nous intéresse, elle est tout de même dotée de compétences assez importantes, et notamment la compétence de l'aménagement urbain, qui se traduit de différentes manières, et en ce qui concerne le sport, très directement dans les projets qui sont développés. Parce que inventons la métropole du Grand Paris, concours d'architecture, grand concours d'architecture dont tout le monde, j'imagine, a entendu parler, voire a participé. Ça n'est pas qu'un projet d'aménagement urbain et de construction de logements ou de bureaux. C'est évidemment d'orienter la zone dense de l'Île-de-France vers un aménagement qui soit durable, qui soit innovant et qui soit évidemment écologiquement exemplaire. Et le succès de participation à l'opération Inventons la métropole du Grand Paris, qui a dynamisé l'offre privée, puisque c'est en grande partie, voire en très grande partie de l'initiative privée, a permis à plus de 600 équipes d'architectes de concourir sur les 2 éditions qui se sont déroulées, et aujourd'hui d'aboutir à des projets qui rentrent progressivement en phase opérationnelle, puisque sur les 77 projets qui sont actuellement identifiés, il y en a 48 qui sont en phase opérationnelle, enfin 48 qui sont en phase active et 35 qui sont en phase réellement opérationnelle, où il se passe quelque chose. Alors, il se passe quelque chose, il se passe quoi ? Évidemment, la métropole est assez attentive avec les collectivités qui l'accompagnent, puisqu'elle est sur certaines actes directement maître d'ouvrage, et assez attentive que l'on complète l'offre de logements et de bureaux créés par l'offre complémentaire sportive, mais aussi nature, puisque aménager un parc suffisamment spacieux au pied des immeubles, c'est évidemment encourager aussi, au-delà du poumon vert, c'est encourager aussi la mobilité active, la course à pied, les jeux pour les enfants, etc. Donc ça, c'est pour la phase plutôt aménagement. Par ailleurs, si je disais que la MGP n'est pas une collectivité d'investissement, elle accompagne des communes au titre de ce qu'on appelle le fonds d'intervention métropolitain, le FIM. Donc ce sont des subventions indirectement versées par la métropole, soit aux établissements publics territoriaux qui la composent, soit aux communes. Le FIM, ça a été 510 projets d'ores et déjà appuyés, financés par la métropole du Grand Paris. Ça représente 117 communes dans la métropole, et donc c'est directement, notamment sur l'action sportive, puisque vous avez cité évidemment la maîtrise d'ouvrage du centre olympique, qui est encore quelque chose à part, mais sur les investissements du quotidien, c'est la rénovation par exemple de la piscine du Rincy, c'est le financement de pistes cyclables à Choisy-le-Roi, c'est la rénovation de gymnases à Thiais, donc c'est véritablement aujourd'hui l'investissement sur ce qui fait le sport au quotidien, et qui peut être mis en lien évidemment demain avec le sport de plus haut niveau. Donc au-delà, et j'en parlerai peut-être dans la seconde intervention, des compétences aussi de planification stratégique sur le climat, l'air et l'énergie, et notamment par la réalisation d'un grand plan stratégique à l'échelle métropolitaine. La métropole du Grand Paris, c'est aussi concrètement des projets qui permettent de faire un peu bouger plus les métropolitains. Merci. Peut-être que pour faire bouger plus aussi, il va falloir réinventer la route, et pas réinventer la roue. Justement, avec les routes du futur, on parle beaucoup du périph', faut-il le détruire, pas le détruire, le couvrir, pas le couvrir, et il y a toute une consultation internationale sur le sujet. Et nous avons justement la porteuse d'un des 4 projets, Madeleine Masse, responsable du pôle urbain à la REP. Vous, votre projet, c'est Sun. Sun comme share, le partage, utility, les utiliser, les services à la ville, et N comme network, le réseau. Justement, comment vous vous projetez dans les infrastructures de demain ? Peut-être un petit rappel sur le contexte de cette consultation, parce que c'est une consultation internationale qui a duré un an pour le travail des architectes en partie. Ce qui était important pour nous, c'était que la question posée était la qualité de l'air. C'était quand même une des problématiques déterminantes pour aborder la question des routes du futur. Et ensuite, on nous a interrogés sur 2 temporalités qui sont extrêmement importantes, puisqu'elles vont orienter aussi l'opérationnalité, en tout cas la façon dont on va aborder les choses. La première temporalité, c'était 2030. 2030, c'est un peu ce qu'on appelle aussi l'héritage des Jeux Olympiques. C'est le post-Jeux Olympiques, et comment est-ce qu'on peut accompagner la dynamique qui est mise en œuvre par les Jeux Olympiques sur les routes et les autoroutes du futur. La deuxième temporalité, elle est beaucoup plus lointaine, elle paraît difficilement palpable, c'est 2050. Pour nous, c'était l'occasion d'interroger des futurs désirables. Et ça, c'est très important,
Parce que finalement, 2030, c'est demain. 2050, c'est l'occasion pour les équipes d'architectes urbanistes et les experts de la mobilité de définir ce qu'on souhaitait pour la métropole et ce qu'on souhaitait pour les routes de demain. Donc le projet, effectivement, il s'appelle SUN, il se veut optimiste. Et c'était pour nous, en fait, l'occasion de bâtir 3 actions fondamentales. La première action, c'était donc le partage de cette infrastructure, comment réouvrir les autoroutes et les routes à d'autres usages, à d'autres fonctions. Pour ça, il faut agir sur la vitesse, il faut agir sur son environnement urbain, il faut agir sur sa réglementation. Donc c'est tout un travail pour essayer de réinterroger comment est-ce qu'on peut ouvrir cette voirie, ouvrir cette infrastructure, par exemple au mode actif, au vélo, aux piétons, à la marche. Donc dit comme ça paraît un petit peu aberrant, mais si on réfléchit dans un futur désirable avec des pratiques de mobilité qui sont un peu différentes, qui ont évolué par rapport à celles actuelles, on peut commencer à étudier, à dessiner ce que pourrait être cette plateforme, on l'a appelée plateforme de mobilité, et qu'elle n'est plus uniquement un rôle de faire passer des voitures et des camions au quotidien, même si elle doit avoir cette fonction qui est maintenue dans le temps. Évidemment, il ne s'agit pas de remplacer les autoroutes par des voies piétonnes, quoi. La deuxième chose qui était importante pour nous, c'était utility, mais au sens utile et productif. C'est-à-dire comment cet espace, qui est considérable, 1250 km de voirie structurante dans la métropole, c'est pas rien, c'est une sorte de parcelle interconnectée unique qui couvre l'intégralité de la métropole. Et ce foncier-là, il est précieux. Il est tellement précieux que pour nous, il doit répondre à des enjeux métropolitains qui doivent répondre aussi à ce qu'on s'est donné comme objectif de réduction carbone, enfin tout ce qu'on s'est dit sur le Paris ou la métropole de 2050. Et du coup, ce foncier, il doit permettre d'agir sur l'empreinte carbone, sur la production d'énergie, sur le stockage des biens, etc., etc. Et du coup, en plus d'avoir d'autres usages et d'autres fonctions, l'idée était de pouvoir lui donner une dimension de production. L'autoroute, c'est pas uniquement la chaussée, c'est aussi tout ce qui se passe sur les abords, tous les espaces qui sont libres et qui doivent avoir un rôle métropolitain. Ensuite, la dernière chose qui était importante pour nous, c'était la mise en réseau, donc network, mais c'était l'idée de reconnecter cette autoroute à tous les réseaux métropolitains. Quand vous regardez les autoroutes et les voiries structurantes de la métropole, elles ne sont pas interconnectées comme les réseaux de transport en commun. On a le réseau du Grand Paris qui est interconnecté avec les métros, avec le réseau transilien. On a les bus, on a la desserte très locale, on a les vélos avec les abris Véligo, enfin tout ce qui se fait en termes d'intermodalité. Et finalement, l'autoroute est un peu mise de côté, elle est un peu repoussée et on ne sait pas comment l'aborder avec ces questions de pollution et de cohabitation des fonctions et de l'habiter aussi par rapport à cette voirie. Donc, pour nous, c'était aussi mettre en place, dans le cadre de cette gouvernance métropolitaine, de cette question qui nous était posée, la mise en réseau, la cartographie, une sorte de planification des futures polarités de la métropole qui répond aussi aux équipements de la métropole, où on travaille, où on habite, comment on se déplace, etc. Et de venir reconnecter les autoroutes à ces grandes polarités, notamment avec le réseau du Grand Paris. Donc on a fait une cartographie de ces pôles, de ces endroits structurants, où parfois il suffit de faire un lien, il suffit de faire une navette, il suffit de faire une passerelle pour pouvoir faire interagir ces deux systèmes qui aujourd'hui, ou ces plusieurs systèmes qui aujourd'hui ne se parlent pas. Et le Forum métropolitain a réussi ce tour de force à se faire parler des gens qui ne se parlent pas. La ville, la métropole, la région. La ville et la métropole se parlent. La ville et la région, c'est encore autre chose. Et justement, c'était il y a 1 an et demi, Jean-Yves Le Bouillonnec. Quels sont les premiers scénarios retenus, justement, pour... Merci. Car les 4 équipes, dont celle de Madeleine Masse, ont travaillé ensemble. Madeleine a donné des éléments extrêmement éclairants sur la démarche. Je voudrais rappeler que la démarche était née d'un travail du Forum métropolitain. Nous avions fait un livre blanc sur les mobilités. Et lorsque ce livre blanc a été mis sur la table, il a enthousiasmé toutes les collectivités, y compris l'État, sur la pertinence de ces analyses, mais aussi sur les interrogations qu'il soulevait et qui appelait bien entendu de la part des autorités décideuses, je ne sais pas trop quoi, qui décident en tous les cas, une manière de se parler, comme vous l'avez dit. Et cette démarche a été confiée au Forum par l'élaboration d'une consultation internationale. La région, l'État, la ville de Paris, les départements, les intercommunalités, la métropole du Grand Paris, les communes, un espace que nous n'avions jamais eu. Aucun sujet
n'a été abordé de cette manière, et c'était quand même remarquable. Et cette consultation internationale a donné lieu à un travail de longue haleine avec la participation de la PUR et de l'IAU. L'atelier parisien d'urbanisme et l'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Voilà, et avec aussi les services de l'État, la direction régionale et interdépartementale de l'aménagement, et qui a fourni des données. Le forum a lui-même exploité des données remarquables. On a eu donc une base de travail mise à la disposition des équipes hors pair, et cette consultation internationale a donné lieu à une matière que je vous recommande d'aller consulter. Vous l'avez sur le site de l'État, vous l'avez sur le site du Forum métropolitain. Il y a à la fois la synthèse des propositions, parce que c'est une matière énorme, colossale. Et bien évidemment, si on résumait un peu les choses, on trahirait, je pense, les approches des équipes, parce que chacune a une approche. Ils avaient chacun un tronçon, enfin 3 tronçons, à voir d'une manière zoomée, et par ailleurs, une intégration dans l'ensemble du schéma. C'est qu'on les a retrouvés dans un schéma global, mais on a aussi eu des appuis spécifiques sur des zones. On a visité ça, on a fait des belles balades, c'était un truc extraordinaire. Et la première chose que je crois traduit ce travail, c'est qu'il est plus possible de se passer d'une gouvernance, non pas unique, très important, mais partagée. C'est-à-dire que on ne peut plus faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Car le premier constat qu'on fait sur ces routes du futur, c'est un agglomérat de stratégies initiées, interrompues, parce qu'on a changé d'idée, parce qu'il y a eu des problèmes d'urgence, parce qu'on n'avait plus un rond, parce que les équipes, la technologie, tout ça bouleversait, et un magma sur certains territoires de confrontation entre des politiques publiques, des stratégies que parfois conduisaient des acteurs différents et qui créent l'imbroglio. En quelque sorte, au fil du temps, il y avait des ficelles, un sac de nœuds, et on n'avait que comme seule priorité de serrer de plus en plus les nœuds. Et là, la première chose qui est apparue et qui permet aujourd'hui de dire qu'il va y avoir une suite aux routes du futur, c'est qu'on est autour d'une même table quand on parle d'un même sujet, quelles que soient les compétences. Ensuite, comme cela a été dit, la question a évolué même en 3 ans. Problématique environnementale, comment dirais-je, Madeleine l'a dit, mais toutes les équipes ont dit qu'il fallait inscrire cette démarche dans l'enjeu environnemental. Et que si on manquait ce rendez-vous, alors pour le coup, c'était foutu, définitivement. Et puis cet enjeu environnemental, il était confronté à des évolutions de comportement, à des stratégies de partage du transport en commun, et aussi à une évolution technologique qui, de temps en temps, sont encore considérées comme des hypothèses très futuristes, et qu'on voit pourtant mettre en œuvre dans des conditions extrêmement concrètes. Ce qui fait que cette difficulté de paramètres totalement différents place les autorités publiques dans une responsabilité lourde. Et comme l'a dit Madeleine très justement, elles se sont inscrites dans 2 circonstances. Une circonstance 2030 qui englobe la préparation des Jeux et les conséquences immédiates des Jeux, et puis 2050, mais 2050, qu'est-ce que ça sera, notre mobilité? Et je voudrais terminer sur un point qui paraît essentiel. Le réseau lui-même est considéré comme remarquable. Il mérite d'être visité à l'aune des enjeux environnementaux, c'est-à-dire il y a des tas d'espaces perdus qui doivent être reconquis, non pas comme on l'avait tendance à le dire il y a 10 ans en construisant, mais en l'aménagement en termes d'espace paysager. Donc là-dessus, toutes les équipes disent le terrain reconquis est un terrain qui sert l'enjeu environnemental. Et sur toutes les arrivées d'autoroutes, sur tous les délaissés de transport, il y a une nécessité de revisiter sous l'angle environnemental. Et l'usage. L'usage, c'est la réduction immédiate de la vitesse. Toutes les équipes ont conclu ça. Et elles l'ont conclu d'une manière étonnante en disant, vous réduisez la vitesse, vous changez le statut des voies. Et quand vous changez le statut des voies, vous commencez à être dans des situations différentes. En quelque sorte, il y a des contraintes réglementaires qui sont la conséquence du statut. Quand vous êtes sur la 6 et que vous arrivez sur Paris, à 1 km de Paris, vous êtes toujours sur l'autoroute. Alors qu'en réalité, vous êtes au niveau d'un cœur urbain, d'une densité telle qu'il faudrait visiter les choses. Mais quand on dit ça, ça veut dire que les axes d'accès sont modifiés, que les modes de circulation sont modifiés. Donc il y a un véritable problème de statut à redonner à ces voies pour que la réglementation ne soit pas un obstacle, une contrainte servant les enjeux de la mobilité. Deuxième point, c'est l'autoroute partagée. On dit qu'aujourd'hui, s'il y avait 3 passagers par véhicule, il n'y aurait aucun embouteillage.
c'est pas moi qui l'ai dit, ce sont des conclusions. Alors, on reçoit ça comme une information étonnante, il n'y aurait aucun embouteillage. Sauf que comment on fait pour arriver à ce résultat? C'est pas en les disant aux gens, tout le monde dans ma bagnole, etc. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que là s'organisent des stratégies comme le covoiturage, et immédiatement, avec des voies dédiées d'entrée sur Paris servant le covoiturage, les équipes l'ont suggéré, et c'est quelque chose qui, comme la réduction de vitesse, est abordable à très court terme dans la préparation de la fonctionnalité de la mobilité pour les Jeux Olympiques, et dans le même temps, bien entendu, des voies dédiées au transport en commun, y compris en réduisant l'accès des véhicules dont le nombre de passagers ne serait pas conforme à la règle. Donc on voit que ces pistes-là ont été développées de manière remarquable. Et puis, il y a ce que nous a dit très justement Madeleine, c'est-à-dire il y a des tas d'hypothèses, le vélo, mais au milieu des axes autoroutiers et pas sur les côtés, les doubles niveaux, les espaces verts, un certain nombre de solutions que vous pourrez retrouver dans ce document qui sont absolument extraordinaires et pour lesquelles, nous l'avons compris, l'État, comme la région, comme la ville et Paris, cherche actuellement à relancer les mécaniques décisionnelles dans un partage de réflexion et de gouvernance. Merci. Il nous reste un quart d'heure et j'aimerais faire parler encore 4 personnes. Donc, si vous pouvez. Laurent Probst, oui, justement, directeur général de l'autorité organisatrice de transport, Île-de-France Mobilité, ex-STIF, on dit plus syndicat, on dit Île-de-France Mobilité. Justement, aujourd'hui, dans nos colonnes, Anne Hidalgo appelle notamment à faire de la métropole une autorité de second rang en matière de transport. C'est dans l'air du temps, avec la loi d'orientation des mobilités. En 2030, on sera en plein milieu de l'ouverture à la concurrence des transports publics franciliens. Il y a des impératifs écologiques, il y a la neutralité carbone en 2050. Vous avez du boulot, en fait. Oui, alors, moi, je voudrais vous donner un petit peu la vision que chez Île-de-France Mobilité, on a sur la mobilité à moyen-long terme. Alors, c'est une vision qui est un peu terre-à-terre, un peu pratique, qu'on a développé d'ailleurs dans un petit livre qui s'appelle « La mobilité du futur », qui est disponible sur notre site internet. Moi, je voudrais juste vous donner un cadre. C'est les derniers chiffres de mobilité, l'évolution entre 2010 et 2018. On a aujourd'hui à peu près plus de 42 millions de déplacements par jour en Île-de-France. Et le premier mode de déplacement, c'est la marche. Presque 20 millions de déplacements en marche à pied. Par contre, en vélo, on est très faible. On est 800 000 déplacements en vélo par jour. C'est particulièrement faible. On est passé de 650 000 à 800 000, donc une augmentation forte, mais qui est très faible par rapport à nombre de déplacements. Nombre de déplacements en transport en commun a explosé, entre 8 millions en 2010, 8 millions de trajets par jour, à 9,5 millions de trajets par jour en transport en commun. Ça explose. Et pour la première fois depuis l'après-guerre, le nombre de déplacements en voiture a baissé. Depuis 2010, on est passé de 15,5 à 14,8 millions de déplacements en voiture par jour. Alors, moi, je m'occupe des mobilités, des transports en commun, notamment. Alors, je pourrais vous dire que les voitures, c'est fini, on va arrêter la voiture. Pas du tout. C'est vrai, quand on voit le nombre de déplacements en voiture, 14,8 millions de déplacements en voiture par jour, vous voyez bien que ça reste bien supérieur aux transports en commun. Alors, les transports en commun, ça évolue 3 à 4% par an. Donc, forcément, un jour, et ça, c'est notre objectif, les transports en commun vont dépasser la voiture, mais ce n'est pas tout de suite. Et donc, l'objectif, pour nous, c'est comment est-ce qu'on développe les transports en commun pour absorber la croissance indispensable des déplacements pour permettre à notre région de continuer à être le poumon économique de la France et de l'Europe. Et ça va induire aussi une augmentation importante de déplacements. Donc, toute la vision 2030, c'est augmenter les transports en commun. Pour ça, il faut augmenter les grandes infrastructures, donc les grands projets, pour nous, c'est le Grand Paris Express complètement indispensable, les halls, les tramways, augmenter la performance de ces grands transports en commun. J'ai pas dit qu'Hidalgo voulait fusionner la SGP et Île-de-France Mobilité. Mais vous l'avez tous lu, donc c'est bon. Et donc, c'est vrai qu'on a cette vision, et puis on veut aussi nous disrupter entre guillemets. On investit de l'argent sur le covoiturage, on investit de l'argent sur le vélo à essence électrique pour justement se dire ces nouvelles mobilités. Et ça, c'est pour nous. Alors effectivement, Paris 2024, les Jeux Olympiques en 2024, c'est pas ça qui va nous amener des nouveaux projets parce que de fait ils étaient déjà lancés, les projets de transport en commun. Par contre, ce que ça peut nous apporter, et ça on attend beaucoup, c'est un changement de mentalité pour que les gens aillent
plus vers le vélo. Et donc, quand on met de l'argent sur le vélo, assistance électrique ou sur le covoiturage, on se disrupte, entre guillemets, parce que c'est des gens qu'on perd sur les recettes de transport. Mais justement, on pense que c'est particulièrement important. J'ai juste un exemple. Quand le tribunal a déménagé à Porte de Clichy, les agents du tribunal étaient un peu déçus parce que la ligne 14 qui devait ouvrir au moment du déménagement avait du retard. Et donc, effectivement, les agents étaient obligés d'aller dans la ligne 13 qui est très chargée en attendant l'ouverture de la ligne 14. Et donc, sur le trajet Saint-Lazare, Porte de Clichy, qui est le plus chargé, sur la ligne 13, on leur a dit, écoutez, au lieu de prendre Saint-Lazare, Porte de Clichy, vous prenez la ligne L, Saint-Lazare, Pont-Cardinet, vous descendez à Pont-Cardinet et vous avez 15 minutes entre 10 et 15 minutes à pied en passant par le parc Luther King. C'est quand même agréable. Enfin voilà, c'est même temps de trajet. Et là, on a eu une révolte des gens qui travaillent au tribunal en disant c'est pas possible, vous voulez 10-15 minutes de marche à pied, vous n'y pensez pas. Et je pense que ce que peut vraiment nous apporter les Jeux Olympiques, c'est et puis l'ADEME aussi, cette changement de mentalité, dire oui, 10-15 minutes à marche à pied, en fait, si le temps de transport est le même, c'est bien, enfin c'est mieux, quoi, hein. Et comment est-ce qu'on arrive à faire changer les mentalités? C'est quelque chose qui est important pour nous aussi. Madeleine Masse, comment on peut concilier justement transition écologique, accroissement de la mobilité et la population? Parce qu'on ne l'a pas dit, mais il y a 60 000 habitants en plus chaque année dans cette belle région qu'est l'Île-de-France. Alors, c'est clairement la question qui nous était posée à travers Route du Futur, mais je pense que moi, je suis architecte urbaniste, donc, et mon boulot, il a pas mal évolué ces dernières années, puisque avec les enjeux de la ville, des bâtiments, etc. Il y a une nouvelle méthode qu'on a mis en place à AREP et qui est appliquée à tous les projets, que ce soit des petits projets d'espace public, des projets de bâtiments, des projets de quartier, d'écoquartier, etc. C'est la méthode, alors c'est un peu techno, mais EMC2B. Donc ça veut dire que sur chaque projet, E pour énergie, M pour matière, ensuite climat, carbone et biodiversité. Sur chaque projet, on passe ces 5 indicateurs à la moulinette et on essaye de voir chaque action d'architecte, d'ingénieur, de designer, comment est-ce qu'elle peut agir sur ces 5 domaines-là. C'est-à-dire que sur les routes du futur, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder sur les emprises, sur la voirie, sur la structure, l'infrastructure, comment est-ce qu'on peut avoir un rôle sur la production d'énergie, sur la réduction du carbone, avoir un grand projet paysager, mais qui a pour objectif d'avoir un impact sur la biodiversité, la réduction des îlots de chaleur, enfin, c'est tous ces éléments-là, et du coup, arriver à concilier ces 3 choses, ces 3 domaines sur lesquels vous m'interrogez, c'est aussi changer le regard et changer les ambitions qu'on peut porter sur les projets d'architecture, d'urbanisme, d'ingénierie, de designer, etc. Donc, c'est aborder les choses un peu différemment que la signature, le bel objet. On change complètement la façon de concevoir demain. Et ensuite, on l'a vu sur les routes. Au début, on s'est dit, mais les routes, c'est faire passer des voitures, etc. Et en fait, on voit, je vous l'ai un peu dit, la puissance, l'opportunité de changer, de participer à la neutralité de la métropole en 2050, neutralité carbone. On voit le pouvoir que peut avoir la route. Cet objet qu'on a un peu mis de côté, et en fait, elle peut demain être une réponse déterminante. Et pour le coup, la route, l'infrastructure, l'autoroute, dans son interrogation, dans le projet qu'on peut y faire à travers ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, elle permet justement de concilier à la fois son empreinte écologique, en tout cas les actions qu'elle peut avoir sur l'écologie et l'environnement demain. Elle peut à la fois répondre à la mobilité, l'accroissement de la demande, c'est-à-dire réinterroger les systèmes. Qu'est-ce qu'on fait circuler sur les routes? Est-ce qu'on peut interroger aussi le matériel roulant, la voiture, quel type de voiture? Vous voyez dans la presse l'explosion du SUV, alors qu'on voit qu'on a besoin d'une petite voiture électrique agile qui doit faire les 3 km en moyenne de déplacement quotidien de pointe du matin et du soir, alors qu'on est dans des gros SUV qui consomment énormément, peut-être 90% de la consommation du SUV est juste pour déplacer le véhicule et pas les personnes qui sont dedans. C'est toutes ces petites choses-là qui sont interrogées. Donc c'est l'infrastructure, le système de mobilité, et le 3e volet, c'est la ville, l'urbanisme et les modes de vie. Comment on habite, comment on se déplace, comment on travaille, est-ce qu'il n'y a pas des relais? Ça, c'est pas par tous les types d'emplois, on ne peut pas avoir du télétravail partout dans la métropole, mais c'est ces 3 choses-là qu'il faut étudier à la fois pour pouvoir justement concilier ces 3 domaines. Michel Joria, de l'ADEME Île-de-France, comment vous allez financer toutes ces révolutions? Parce qu'ils vont frapper à votre porte, évidemment. Alors, avant de répondre à ce point, plusieurs éléments. Le premier, c'est... moi, je voudrais saluer le timing de cette consultation. C'est le timing parfait pour se mettre sur une trajectoire de neutralité. Donc, on est encore dans les temps, il faut le faire, mais ça veut dire aussi que
notamment sur les questions de gouvernance, on ne peut plus traîner. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir lancé une consultation comme ça, avec des scénarios qui sont extrêmement intéressants, moi, que je trouve très très intéressants, notamment sur les questions d'atteinte de la neutralité, de la neutralité carbone, et puis se dire, bah, tiens, on va discuter pendant 4-5 ans encore, et puis, bon. Pourquoi ? Parce que tous ces systèmes ont une inertie énorme. Je vous donne un exemple tout simple. Dans un pays comme la France aujourd'hui, et dans grosso modo la majorité des pays développés, il faut entre 20 et 22 ans pour renouveler l'intégralité du parc de véhicules. Donc ça veut dire que à partir du moment où vous envoyez un signal qui est « je veux me mettre sur la trajectoire de l'industrie carbone », j'engage un gros chantier sur les infrastructures, j'engage un travail très fort sur les politiques de mobilité, vélo, covoiturage, etc., avec une autorité organisatrice de transport. L'ensemble des signaux que vous envoyez se diffusent dans la société, notamment dans les choix d'investissement des transporteurs, des particuliers. Et en fait, il faut 20 ans pour que chacun, dans ses choix d'investissement, aboutisse à un renouvellement complet d'un parc de véhicules faisant le bon choix. Ça veut dire je peux abandonner mon véhicule pour un vélo, je change mon véhicule pour un véhicule moins émissif, etc. etc. Ça prend 20 ans. Donc si on fait le calcul entre aujourd'hui, 2019 et 2050, on a assez peu de temps pour se tromper. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est la question de la gouvernance. Ce qui s'est fait autour de cette gouvernance-là est assez essentiel. Elle doit être maintenue parce qu'elle répond, bon, après, il y a des choix qui pourront être faits, etc., mais elle doit être maintenue. Mais c'est un exemple de réussite de ce que doit être la gouvernance d'un tel système à l'échelle métropolitaine et qui, en plus, permet... Je vais vous raconter une anecdote. Je me suis fait interviewer auditionner par le jury citoyen constitué autour de cette... voilà, et puis j'arrive un vendredi soir devant ce jury citoyen et puis je présente des choses qui ressemblent un petit peu à ce que vous avez dit. Donc répartition des parts modales, répartition de l'espace, le timing à 2030, comment on se sert des espaces pour produire de l'énergie, etc. Puis là, il y a une vague de citoyens, un groupe assez important qui me dit... Ah mais c'est assez intéressant, ça veut dire que vous êtes en train de me dire que le véhicule hydrogène, le véhicule autonome, etc. ne va pas sauver complètement le système. Et ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que ces objets-là, que ce soit un véhicule GNV, un véhicule électrique, un véhicule hydrogène, un véhicule plus ou moins autonome, etc., c'est une brique dans une politique de mobilité qui doit être pilotée avec une autorité organisatrice des transports et de la mobilité en Île-de-France. On a la chance d'avoir ça sur ce territoire bien avant la LOM. Il faut l'exploiter à son maximum pour que derrière, on ait des éléments notamment sur des répartitions de parts modales. Les chiffres le montrent très bien, 800 000 déplacements jour en vélo, on est très loin des best practices au niveau européen. Donc les best practices au niveau européen, c'est des parts modales dans les systèmes urbains de 25 à 30% maximum. Vous imaginez si on arrive sur les 15 prochaines années à avoir des parts modales qui passent de 4-5% aujourd'hui à 15-20%. Tout le travail sur la progression de la décroissance de l'autosolisme, tout le travail sur le relais piéton, tout le travail sur parfois la désaturation des systèmes de transport. On a parlé de la ligne 13, mais il n'y a pas que la ligne 13 pour les utiliser régulièrement. Il y a des marges de manœuvre qui sont extrêmement intéressantes. Et les signaux qui sont envoyés à travers cette consultation sont là pour ça, et c'est extrêmement important. Donc nous, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait trois choses. Un, on contribue en amont, livre blanc, jury citoyen, etc., pour orienter un petit peu les décisions en tant qu'opérateur de l'État. Deux, on peut apporter des financements sur des études. Si on se dit, bah, tiens, par exemple, la répartition de la voirie sur tel espace, ou comment je peux exploiter les délaissés d'autoroutes ou de voiries urbaines pour faire des panneaux solaires, on peut investir. Et trois, on peut soutenir des projets, notamment sur un point qui est extrêmement important et dont on a assez peu parlé, c'est qu'à partir du moment où on touche à une infrastructure pareille, on génère, il va falloir reconfigurer beaucoup de choses et on va faire des chantiers, on va faire des déchets, etc. Et il faut le plus possible pour que l'ensemble du projet soit neutre en carbone, que les matériaux de construction qui soient utilisés pour requalifier cette voirie soient des matériaux de construction qui soient des matériaux de construction recyclés pour que les ressources du territoire utilisent à faire ça dans une logique d'économie circulaire. Ça, c'est extrêmement important pour que véritablement, je ne vais pas vous embêter avec ce qu'on met ou pas dans la neutralité carbone, mais pour que véritablement on puisse avoir un projet ambitieux en matière de neutralité. Robin Reda, 2 mots.
parce qu'il reste 1 minute, sur la multimodalité. Je dis pas ça parce que vous avez inauguré un nouveau pôle d'échange multimodal chez vous et je l'ai visité hier, mais un peu quand même. Merci pour l'actualité. Alors, peut-être en 2 minutes plutôt qu'en 2 mots, je voudrais dire 2 choses pour conclure. D'abord, je pense que la multimodalité, c'est un terme un peu complexe, mais qui veut dire une chose assez simple au fond, c'est de signer la fin des idéologies en matière de choix de transport et de faire l'éloge d'un certain pragmatisme, ou en tout cas d'une flexibilité. Et on a aujourd'hui un enjeu qui est très clair, et on l'a identifié notamment dans le plan climat-air-énergie de la métropole du Grand Paris, c'est de réduire les trajets de proximité qui sont faits au moyen du véhicule individuel. Et 50% des déplacements en véhicule individuel aujourd'hui dans la zone dense de l'Île-de-France font moins de 3 km. Et ça n'est pas toujours des choix de confort, c'est parfois aussi parce qu'on n'a pas su adapter sur le long terme la flexibilité des autres moyens de transport, par l'adaptation, par exemple, du vélo, par l'adaptation des arrêts de transport, de la prise en charge un peu plus individualisée, alors pas à l'échelle des personnes, mais à l'échelle des quartiers, des populations, et donc d'encourager, d'inciter la multimodalité, et donc soyons clairs, la réduction de la place de la voiture pour aller le plus possible dans une forme de logistique du dernier kilomètre vers le moyen de transport collectif le plus proche. Sur le vélo, on a une démarche très active avec la métropole, qui est à mon avis tout à fait complémentaire avec ce que fait Île-de-France Mobilité. Et pour être usager Véligo, je peux vous dire que ça, effectivement, ça change la manière de voir quand on Véligo, commence à se mettre le vélo de au location vélo. longue durée. Voilà, à la fois le vélo de location longue durée et le garage à vélo en gare. Je pense que ça change le regard sur la ville, mais par définition, il ne faut pas abandonner la route, parce que si vous n'avez pas de route, par définition, vous n'avez ni trottoir ni piste cyclable. En tout cas, dans la plupart des lieux de l'Île-de-France, où notamment on a besoin de retravailler les franchissements, et c'est aujourd'hui un des freins à la mobilité vélo. Donc la métropole a fait une fiche dans son plan climat-air-énergie spécifique sur les mobilités actives et sur le vélo pour encourager, notamment par le biais de financement, de conventions. On travaille aussi avec l'ADEME, convention avec des associations qui encouragent la pratique du vélo en Île-de-France pour voilà, développer ce mode actif. Et la dernière chose que je voudrais dire, et là je mets plutôt ma casquette de parlementaire, et le président Ollier m'a fait confiance pour intervenir ici, donc je le dis en toute liberté, moi je ne suis pas certain qu'aujourd'hui, demander à la métropole du Grand Paris d'être autorité organisatrice de transport, ce soit la solution la plus pertinente si on veut atteindre des objectifs qui sont très ambitieux dans un délai très contraint, parce que par définition, la métropole du Grand Paris a une gouvernance qui n'est pas stable, qui va être amenée à être revue dans les prochains mois, et on a vu combien la loi NOTE, la loi MAPTAM ont gelé des projets d'investissement, notamment en matière de mobilité de proximité, parce qu'il y avait une incertitude sur la gouvernance des territoires. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un acteur qui est très identifié, c'est la région, c'est Île-de-France Mobilité, et qu'il faut, dans une logique de gouvernance partagée, être très clair sur les objectifs que l'on veut atteindre. Et si on veut atteindre ces objectifs, eh bien, il faut qu'il y ait une gouvernance qui soit solide. Et aujourd'hui, la gouvernance solide, elle est du côté de ceux qui investissent pour les transports. Merci Robin Reda, on va s'arrêter là.